Retour en force après un premier volet très apprécié, top 3 mondial des films d'animation de 2025 au box-office, succès critique et public dépassant les espérances, c'est là tout ce qui peut qualifier les Bad Guys 2, dernier long métrage des studios DreamWorks disponible dans nos salles de cinéma depuis le 30 juillet dernier. Et pourtant, n'avez-vous pas remarqué comme une absence de promo en France? Est-ce que vous êtes vous-même allé le voir? Et a-t-il reçu le même genre de retour que le public américain très friand de ce genre de production? On va voir ça tout de suite avec ma review sur les Bad Guys 2. C'est parti? Who am I kidding? We're the best. Showtime. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui sont concernés. Pour ma part, je continue dans ma lancée de reviews de films d'animation qui sont sortis cet été. Vous êtes très nombreux à me les avoir réclamés, alors les voici. Concernant Elio, ça arrivera un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Bon, là en général, c'est le moment de vous demander de vous abonner, d'activer la cloche et de partager un maximum cette vidéo. Mais je vais plutôt vous présenter un vieil ami à moi dont je vous ai déjà parlé et que vous reconnaîtrez si vous suivez la chaîne depuis mes tout débuts. C'est la grosse annonce du moment. Red s'associe à Paramount, introduisant nos 4 célèbres Tortues Ninja, mais aussi après les Shredders en tant que champions légendaires, afin que vous puissiez revivre vos fantasmes nostalgiques d'enfance, et ce jusqu'au 13 novembre, à commencer par le champion Michelangelo. Pour le débloquer, il vous suffit de vous connecter pendant 7 jours et il sera à vous. Une fois obtenu, vous pourrez débloquer les 5 autres champions grâce à des événements exclusifs disponibles pour une durée limitée. Si je ne devais en avoir qu'un dans mon équipe, ça serait clairement Donatello. Juste le GOAT en fait. Mais bref, le jeu est disponible sur mobile et PC et vous pouvez y jouer n'importe où. Petit faible pour la faction Seigneur des Bannières, les chevaliers, les grosses armures, tout ça. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer vous aussi dans la bataille? Cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code pour obtenir des bonus incroyables. Un énorme pack de départ avec le champion épique Tyrell et en plus un autre pack de démarrage comprenant le champion épique Rector Dras dès que vous atteindrez le niveau 15. Tout nouveau joueur peut également obtenir un légendaire de son choix via des codes promo. Vous pouvez choisir entre Ruark Gardien Vert, Alice la Flâneuse, Tuanarak et Sun Wukong. Je recommande vivement la championne Alice avec son skin ultra stylé. Merci à eux pour leur confiance et maintenant place à ma vidéo. Bien, revenons à nos moutons. Comme d'habitude, on va passer en revue tous les détails de production autour du film avant de passer à ma petite critique. Alors, ne perdons pas une minute de plus et plongeons-nous dans la production des Bad Guys 2. Les Bad Guys 2 est un film d'animation américain produit par DreamWorks Animation, réalisé par Pierre Perifel et sorti en 2025. Il fait suite au film Les Bad Guys, sorti 3 ans plus tôt, du même réalisateur et s'inspirant de la série de livres illustrés pour enfants Les Super Méchants d'Aaron Blabey. J'ai sorti une vidéo critique du premier opus sur ma chaîne il y a à peu près 3 ans. Je ne vous conseillerais pas d'aller la voir, elle a un peu mal vieilli. Par contre, je peux toujours vous diriger vers mon interview du réalisateur Pierre Perifel et de son équipe. Ça fait longtemps maintenant je sais, mais c'était une chouette expérience dans mes souvenirs. Les 2 vidéos sont dans la description pour ceux qui veulent. Mais en attendant, présentons de nouveau notre cher réalisateur français. Pierre Perifel, né à Lyon en 1980, est un réalisateur et animateur français formé dans la prestigieuse école d'animation des Gobelins, où il s'est fait remarquer en 2005 avec le court-métrage d'étudiant Le Building, alliant 2D et 3D et remportant de nombreux prix. Repéré par la suite par DreamWorks pour son style hybride unique pour l'époque, il débute sa carrière comme animateur sur le court-métrage 2D Kung Fu Panda, Les Secrets des 5 Cyclones, pour lequel il reçoit un Annie Award. Il enchaîne sur le même poste avec Monstres contre Aliens, sorti en 2009, et Shrek 4 l'année suivante. Mais c'est véritablement depuis son rôle d'animateur sur le personnage de Lord Shen dans Kung Fu Panda 2 que Pierre révèle son plein potentiel aux yeux de la direction. Il est alors officiellement promu chef animateur sur Les 5 légendes, sorti en 2012. Malheureusement, un échec au box-office pour ce film, ne faisant pas basculer son statut pour autant. Bien au contraire d'ailleurs, car il passe au grade de directeur artistique sur plusieurs projets, dont Monkeys of Mumbai et
Larry Kins, qui tous deux ne voient finalement pas le jour. C'est vraiment pas de chance là. Mais il ne se laisse pas démonter, bien au contraire. Avec ce qu'il a réalisé sur Larry Kins, il développe un court-métrage accompagné de ses amis, sélectionné via le programme DreamWorks Short mis en place en 2017, afin de concurrencer Disney Pixar sur ce format. Ainsi naît Bilby, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, remportant encore une fois de nombreux prix et lui apportant la reconnaissance qu'il mérite. Il passe alors au rang ultime de réalisateur sur un projet se basant sur les livres pour enfants d'Aaron Blabey. Un film se nommant Les Bad Guys, sorti dans nos salles de cinéma en 2022. You're afraid because I'm the big bad wolf, the villain of every story. Influencé par la bande dessinée européenne et l'animation 2D, Pierre Perifel s'illustre pour son style visuel hybride et stylisé qu'il impose dans son premier long métrage, salué pour son audace graphique et son humour, confirmant son rôle central chez DreamWorks et son ambition de renouveler l'animation grand public avec une patte visuelle singulière. Avouez, en vrai, on a beaucoup encensé Arcane ou Spider-Verse pour leur patte graphique impressionnante, et à raison hein, mais apportons un peu plus de lumière au travail effectué sur les Bad Guys. Et franchement, entre ce film, Le Chapeauté 2, Le Robot Sauvage ou encore Dogman, on sent que DreamWorks se lâche. Même si ça peut donner un sentiment de production fouillie sans trop de raccords entre elles. Mais c'est ça qui est cool, beaucoup de studios s'ouvrent de plus en plus à des styles d'animation assez variés. Et les Bad Guys 2, dans la continuité du 1, participent activement à ce mouvement. Bref, Les Bad Guys, premier du nom, sort donc au cinéma en 2022 et rencontre un succès critique et public, avec un solide 88% côté presse et 93% côté spectateur aujourd'hui. On sent vraiment que ce film a apporté un vent de fraîcheur chez les fans de DreamWorks, surtout après les 2-3 années de production plus médiocres de la part du studio. Même si les scores au box-office ne sont pas non plus les plus foufous. Classé 31e de la liste de toutes les productions DreamWorks, avec un maigre 250 millions de dollars rapporté pour un budget de 80 millions. Ça reste correct, mais c'est tout de même timide comparé aux autres franchises plus connues. En mars 2022, soit un mois avant la sortie du premier film, Pierre Perifel exprime son souhait de réaliser une suite aux Bad Guys. Celle-ci est confirmée en mars 2024 par DreamWorks, avec lui à la réalisation, aux côtés de son ami J.P. Sans. La majorité du casting vocal original reprend son rôle, et de nouveaux acteurs rejoignent aussi l'aventure. Des actrices pour être plus précis, puisqu'il s'agit surtout de rôles féminins secondaires en plus. On retrouve donc Sam Rockwell en Monsieur Loup, Marc Maron en Monsieur Serpent, Aquafina en Mademoiselle Tarentule, Zazie Beetz pour Diane Foxington, Greg Robinson pour Monsieur Requin, Anthony Ramos pour Monsieur Piranha, et donc pour nos trois nouvelles, Daniel Brooks interprétant Kitty, Natasha Lyon pour Doom, et enfin Maria Bakalova pour Pigtail. And fluent in 87 coding languages, so yeah, I'm qualified. And how do you explain this gap in your employment history? Alors oui, je sais, certains de ces noms ne vous disent forcément pas grand-chose, moi le premier. Mais je peux vous assurer qu'il s'agit de très grosses stars aux États-Unis, forcément que ça allait mener à une communication assez agressive autour d'eux. Du show à l'américaine comme ils savent faire quoi. Des talk shows, des parades, des interviews, des affiches parodiques de Monsieur Requin arrivant à se fondre dans les autres univers de chez DreamWorks. Une idée plutôt sympa, mais sans non plus crever le plafond on va dire. Par contre, plus original, ils ont beaucoup misé sur leur mascotte costumée de Monsieur Loup pour la promo du film. Un costume ayant pas mal fait réagir pour son charisme. Mais si on peut revenir au casting du film, côté français cette fois-ci, le Star Talent n'est clairement pas boudé ici. Oh ça non. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls axes de communication que va avoir le film chez nous. C'est dommage, sachant que j'ai trouvé la com un peu maladroite, surtout centrée sur Pierre Ninet et Jean-Pascal Zadi. Comment est-ce que pour vivre en société, parfois faut combattre ça, et parfois, souvent même, on se trompe en fait sur l'essence des gens quoi. Non toi, je parle vraiment le reste de l'humanité, je parle. De toute façon, les erreurs, moi, c'est pas mon truc. En clair, une communication agressive côté États-Unis et bien plus discrète en France, mais se centrant tous deux sur le Star Talent, même si ce terme peut paraître plus péjoratif quand il s'agit de doublage hors de la version originale. Mais sinon, en ce qui concerne la production plus pure du film, en octobre 2023, on apprend que l'animation du film est confiée à Sony Pictures Imageworks, en partenariat avec DreamWorks, comme je vous l'ai introduit dans ma précédente vidéo. Concrètement, les deux studios se partagent le travail. DreamWorks s'occupe de toute la pré-production et d'environ la moitié des assets, plus une bonne partie
sortie de l'animation. L'équipe de mise en scène a poussé un rendu type anamorphique, avec des déformations optiques, des bokeh, des flares et un cadre plus large pour donner un feeling Mission Impossible ou James Bond à l'image, dans la continuité de la DA stylisée du premier film, comportant des aplats peints en 2D sur des volumes 3D, une lumière réaliste et des imperfections d'animation contrôlée. Tandis qu'Imageworks prend en charge l'autre moitié des créations et une vingtaine de minutes de séquences du film, tout en créant de nouveaux personnages et environnements, sans parler de leur super boulot sur les simulations de foule. DreamWorks garde la barre créative, Imageworks apporte de la capacité de prod, et les deux alignent leurs outils pour un rendu anamorphique stylisé fidèle à la patte du premier film, mais à plus grande échelle. En clair, DreamWorks a bien fait de sous-traiter chez Imageworks. Vous vous rappelez quand je disais que ça n'allait pas très fort chez DreamWorks au moment de la sortie de Kung Fu Panda 4 et que Le Robot Sauvage allait être le dernier long métrage 100% made in studio? Eh bien faut croire que ça aurait pu être pire. Le studio canadien de chez Sony s'illustre de plus en plus à travers ses travaux et je me dois d'apporter la lumière qu'il mérite. Et en parallèle, on a Pierre Perifel qui nous régale de ses dessins et de ses personnages. C'est plutôt rare qu'un réalisateur partage autant sa passion pour le dessin et plus globalement sur la pré-production d'un film. Là pour le coup, il nous régale. Et pour finir sur la promo, je ne vous ai même pas parlé de leur petite vidéo mettant en scène nos héros dans une salle de cinéma pour regarder leur propre film, comme l'avait d'ailleurs fait le Chapeauté 2 avant eux, mais aussi une scène de tournage que j'aime beaucoup, durant le moment le plus épique du film avec la fusée, un peu comme un semblant de behind the scene. What do you mean, no stunt crew? Here we go! Ay, Dios mío, perdóname por mi calo. Bref, l'animation du film est donc bouclée début mai 2025 pour une sortie le 30 juillet chez nous et 2 jours plus tard aux États-Unis. Succès tout de même notable avec un score de plus de 176 millions de dollars à l'heure où je vous parle, le positionnant en 3e du classement des films d'animation de l'année 2025 après Demon Slayer, La Forteresse Infinie et ses 240 millions de dollars, et en première place Neza 2 et ses 1,9 milliard cumulés dans le monde. Sachant que 95% c'est uniquement la Chine. Difficile de battre le record mondial, c'est juste délirant comme chiffre. Mais sinon, les Bad Guys 2 se débrouillent plutôt très bien. Il fait même mieux que certaines grosses productions en Asie comme Superman ou Les 4 Fantastiques. À voir ce que ça va donner au final. Je parie un bon 250 millions comme le premier, voire un peu plus, j'espère pour eux. Concernant les retours spectateurs, ils sont globalement très positifs, avec une certaine préférence pour ce deuxième opus, bien plus assumé, riche et généreux que le premier. On est d'ailleurs sur des notes assez similaires sur Rotten Tomatoes, 88 et 94%, de très bons scores. Dans tous les cas, vous en savez maintenant plus sur la production et le succès du film, il est donc temps de passer à ma critique. C'est parti! So, are we bad again? We just gotta do this one last job. Après avoir rangé leurs costumes de criminels pour tenter de mener une vie normale, Monsieur Lou et son gang sont rattrapés par leur réputation. Un mystérieux bandit masqué commence à commettre des méfaits en copiant leur ancien style, ce qui attire sur eux tous les soupçons. Monsieur Lou et les autres sont au moins soutenus par la gouverneure Diane Foxington, qui leur conseille de donner aux gens une raison de les accepter. Pour prouver qu'ils ont réellement changé, les Bad Guys acceptent d'aider la police à enquêter sur ces vols inquiétants. Mais les choses se compliquent encore plus quand un groupe rival appelé les Bad Girls entre en scène et les oblige à participer à un dernier coup d'envergure, dépassant tout ce qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Et voilà le synopsis du film. Mais avant de me lancer dans ma critique, je vais clarifier 2 points. Le premier, c'est que je risque de spoiler à certains moments pour justifier une remarque de ma part sur l'animation ou le scénario, sans non plus trop en révéler sur le plot twist ou sur les scènes les plus cruciales, mais soyez prévenus. Deuxièmement, j'ai regardé ce film dans sa version originale. Et là, je m'attends à ce que vous me sautiez à la gorge comme vous l'avez fait dans l'espace commentaire de ma critique sur K-pop Demon Hunters, qui d'ailleurs a une très bonne VF, juste j'aime pas trop les chansons chantées en français, ça me gêne moi, vous faites ce que vous voulez. Mais bref, concernant les Bad Guys 2, là c'est différent. Pour le coup, je n'aime pas du tout la VF de ce film. Je distingue clairement les acteurs derrière les personnages, je sais qui parle et à quel moment, et bah ça me sort du film. Surtout Pierre Ninet et Alice Belaïdi pour Monsieur Lou et Diane, c'est juste pas possible, désolé. Hypocrite.
Et vénal, bien entendu. Mais c'est très drôle ça. D'ailleurs, à mon humble avis, Monsieur Lou aurait clairement pu être interprété par Samuel Labarthe, la voix française de George Clooney. Déjà, ça collerait un peu mieux au design de Monsieur Lou, et en plus, ça ferait un clin d'œil plus appuyé à la franchise Ocean's 11. Mais encore une fois, je ne dis pas que la VF est mauvaise, juste que je ne l'aime pas, c'est une nuance à prendre en compte. Et la communication française m'a conforté dans le choix de le visionner dans sa version originale. Le 1 pour info, je l'avais vu en VO puis en VF. Et pour ces films, on a une VO clairement exceptionnelle, jouant sur les accents et les tics de langage bien côte ouest américaine à la Tarantino. Là, on plonge pleinement dans le film. J'imagine que je suis clairement minoritaire, on le verra dans l'espace commentaire. Non, vraiment, je n'ai rien à dire sur l'utilisation du star talent américain ici. Les acteurs ont été super bien choisis ici et interprètent vraiment leur personnage avec passion, ça se ressent. Tu me diras, c'est plus simple quand tu joues un personnage américain et donc basé sur un lip sync de la langue américaine en étant toi-même un acteur américain. Ça fait beaucoup de fois le mot américain. You are the perfect woman. She outsnaked the snake. If that's not true love, well then I don't know what true love is. It's kind of like people, you know? You think they're one thing, but it turns out there's something else entirely. Mais maintenant que ce sujet est écarté, qu'est-ce que je pense globalement du film? Eh bien pour le coup, je m'aligne sur les retours publics globaux, préférant ce deuxième volet au premier. J'ai vraiment passé un bon moment, le temps passe archi vite, il n'y a pas de lenteur, tout s'enchaîne très bien, la durée est parfaite, et le film remplit le rôle qu'il s'est attribué. Une très bonne comédie d'action divertissante, certes orientée jeunesse dans son humour, mais tellement efficace dans ses références plus parlantes pour les adultes, et puis l'animation de ce film, La séquence d'introduction du film, à l'image de son prédécesseur, est clairement ma préférée en termes d'animation, de mise en scène, d'optique de caméra, de musique, d'action et de tension. Du pur cinéma d'action popcorn, loufoque et épique, détrônant sans trop de difficultés n'importe quelle scène d'action de Fast and Furious ou Mission Impossible. Mais vraiment, je suis peut-être biaisé parce que je surkiffe l'animation, mais ce médium permet justement la pleine liberté de mouvement de caméra, d'aberration de la lentille ou encore des actions des personnages. Les modèles 3D se baladent dans la scène comme ils veulent et la caméra, en tant que personnage à part entière, décide de ce qu'elle veut filmer, de l'angle et de l'obturation qu'elle souhaite, sans que ça coûte techniquement le moindre centime. Je veux dire, ils sont pas dans un vrai plateau de tournage avec des décors destructibles et tout. Tous ces éléments réunis permettent à cette introduction du film de nous baffer allègrement la gueule sans qu'on ait à se poser la moindre question de logique ou de réalisme. Car le film ne se définit tout simplement pas ainsi. Par exemple, un élément étrange ou incompréhensible qui se glisserait dans une scène de James Bond, bon là, ça pourrait nous sortir du film. Et ben, dans les Bad Guys, pas du tout. La voiture conduite par Monsieur Lou, lancée à pleine vitesse sur des toits de maisons en terre cuite, exécutant un side flip au-dessus d'une pyramide de cage à poules, en décrochant une au passage, et créant un chaos infernal dans l'avenue où des dizaines de voitures de flics affluent, bah ouais, on l'accepte, et c'est jouissif. Dans le scénario, cette première scène permet de nous réintroduire la petite bande des Bad Guys et leur méthode d'opération. On se situe d'ailleurs 5 ans avant les événements du premier film, à l'époque où Mademoiselle Tarentule n'était encore qu'une jeune recrue et où Monsieur Lou mettait enfin la main sur sa voiture iconique. Mais alors que la dopamine est à son maximum, on revient brutalement dans le présent. Un présent où nos Bad Guys ont purgé leur peine de prison due à leurs mauvaises actions passées. Un présent où ils doivent désormais trouver un travail et se réinsérer dans la société d'aujourd'hui. Et certains indicateurs du film montrent que c'est en 2025 en plus. Je ne vais pas citer les actions de tous les personnages bien sûr, mais par exemple, Monsieur Lou pose sa candidature auprès d'une banque qui devrait rappeler des souvenirs du premier film puisqu'elle a été braquée par Loup et Serpent. Une banque tenue par Macron apparemment. Oh wow, tout fait sens maintenant. Jure, ils n'ont pas fait exprès. Some of my best memories are at banks.
You robbed us 3 times. Mais pendant qu'ils refont leur vie, avec beaucoup de difficultés certes, mais au moins dans le droit chemin, un mystérieux voleur enchaîne les casses en reproduisant le style bien connu de la troupe. Et comme nos héros sont de base marginalisés, symboliquement représentés par leur physique anthropomorphique bien distincte par rapport au reste de la population, bah forcément, ils se retrouvent de nouveau sous les feux des projecteurs des accusations. La question se pose alors, quitte à être vus comme les méchants, peu importe nos actions, autant l'assumer jusqu'au bout finalement. Et c'est là qu'entre en jeu notre nouveau trio de Bad Girls, composé de Misty Gris, une léopard des neiges, Doom, une corneille, et Pigtail, une lait. Oui, la femelle du sanglier, on appelle ça une lait. J'apprends ça que maintenant moi aussi. D'ailleurs, concernant ces 3 personnages, là où l'introduction de Misty Gris et de Doom se fait dans le calme et le dialogue, ça n'est pas le cas de la plus bourrine. Pareil, l'une de mes scènes préférées du film. Puissante, drôle, entraînante et surtout au style d'animation archi varié. Comme si les animateurs s'étaient encore plus lâchés que d'habitude. Ça peut éventuellement sortir du film si on n'y est pas préparé, mais moi j'adore. Si on revient un peu sur le scénario, on est clairement sur le digne successeur de la lignée des Ocean's 11, Mission Impossible et toute autre œuvre de Tarantino, ou même les films catastrophes avec les United States of America au cœur de l'action. Vous l'aurez compris, c'est de la comédie, c'est de l'action et c'est du suspense cousu au fil blanc. Donc clairement, le scénario n'est pas le point fort du film. Et je trouve que les gens accordent beaucoup trop d'importance à ce sujet alors que la mise en scène est tellement primordiale pour cette catégorie de films. Et bah les coups des incohérences. Alors non, on ne peut pas passer incognito au milieu d'êtres humains quand on est un grand requin blanc juste en mettant une moustache. Et en plus, qu'est-ce que fout un requin blanc sur Terre? Non, on ne peut pas créer un mouvement de foule cartoonesque à la World War Z. Et non, on ne peut pas aller à la même allure qu'une fusée lancée à pleine vitesse dans l'espace avec un simple hélicoptère. Et on ne peut encore moins courir dessus à la verticale. Et enfin, non, on ne peut pas attirer tout l'or du monde avec un aimant, peu importe sa force. Et tout ça, on s'en tamponne le coquillard, parce que c'est fun. Are you sure about this? Not particularly, no. Le groupe des Bad Guys se complète super bien. Ils ont leur rôle à jouer, leur caractère, leur mimique et leur humour. Et même si Monsieur Lou a une place logiquement plus importante, les autres n'en sont pas moins délaissés. Notez d'ailleurs que Serpent est plus mis en avant dans le premier film, remplacé par Requin dans celui-là je trouve. Ça change. Et puis ça s'est vu dans la communication du 2 surtout. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec le développement des personnages secondaires. Oui, il faut bien que j'ai certains points négatifs à énoncer. Déjà, premièrement, Diane Foxington est tellement plus effacée que dans le premier film, mon dieu. Mais pourquoi? Chacune de ces scènes est un régal pour les yeux, surtout quand elle se bat. Je la trouve cool, charismatique et tellement badass quand elle révèle son plein potentiel comme dans le premier film sous son identité de Pat Écarlate. Et le pire, c'est que les créateurs savent sûrement à quel point le public l'aime bien. Il y a même un compte Twitter très suivi dédié à elle où il poste chaque jour une image de Diane. Je dirais pas que c'est mon perso préféré, mais ça s'en rapproche quand même. Du moins mon personnage féminin préféré, en même temps c'est pas dur. Mais bref, j'aurais espéré plus de présence dans ce film. On verra bien dans le prochain opus, vu que maintenant la population du film connaît la vérité. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Ensuite, concernant nos 3 Bad Girls, déjà, leur design est plutôt cool et marche très bien. Ensuite, je trouve que Doom est la mieux développée grâce à sa relation avec Monsieur Serpent. Mais sinon, Misty Gris manque vraiment de backstory justifiant sa haine, et Pigtail, mis à part son introduction pleine d'action, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est bien dommage. Oui, parce que dans le scénario, c'est elle qui demande aux Bad Guys de faire tout le sale boulot, donc forcément, ça enlève la possibilité de les voir pleinement en action. Et enfin, je ne me prononce pas trop sur Marmelade, le méchant du premier, car il n'a qu'un rôle d'informateur de second plan. Son plein potentiel ne sera logiquement révélé que dans le 3e film. Je l'ai donc préféré dans le premier, logique tu me diras. En clair, une plus grande présence féminine dans ce 2e volet, et pourtant je ne l'ai pas tant ressenti que ça. C'est bien de faire des personnages féminins forts, mais pour ça faut les exploiter dans un premier temps, leur donner plus de corps, plus d'âme, et les rendre moins plates.
plate. Pour le coup, la commissaire, elle, ne manque clairement pas de personnalité, et c'est un très bon point. Même si j'en suis un peu moins fan personnellement, ça s'adresse plus aux enfants, sa manière de s'exprimer et de se mouvoir, je trouve. Mais vraiment, la scène qu'il fallait évidemment que je commente, c'est celle de la fusée. Quelle pure merveille de mise en scène. C'est fou ce que les machines d'aujourd'hui permettent de faire pour rendre des images aussi belles. Juste ce plan en fait. Toute cette partie de l'histoire n'est pas forcément ma préférée, notamment à cause d'une énième blague de prout beaucoup trop longue, qui me faisait déjà lever les yeux au ciel dans le premier volet, hein. Mais bref, la séquence reste tout de même splendide. À la tension prenante, bien que légère encore une fois, hein. On sait tous très bien comment les choses vont se régler tôt ou tard. Et enfin, à la conclusion que tout spectateur rêvait de voir entre deux personnages. Mais je dis rien. En clair, une séquence grandiose cinématiquement, concluant très bien ce qu'on attendait de ce deuxième film. En résumé, les Bad Guys 2 est pour moi une vraie réussite. Je l'ai terminé avec le sourire collé au visage, et ça veut dire beaucoup. Le film a ses défauts bien sûr. Quelques personnages secondaires un peu sous-exploités, une ou deux blagues qui tirent en longueur, et un scénario qui ne révolutionne pas le genre. Mais franchement, on s'en fiche. L'énergie est là, l'humour est là, l'animation est dingue, et surtout, ça respire la passion des artistes qui ont bossé dessus. On sent que DreamWorks et Sony Pictures Imageworks se sont vraiment fait plaisir en poussant encore plus loin l'esthétique stylisée et les scènes d'action complètement folles. Pour moi, c'est exactement ce que doit être un film d'animation grand public. Fun, inventif, généreux et ultra divertissant. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le simple fait que les réseaux regorgent de fanart à son sujet en dit beaucoup sur sa réussite publique et son succès en salle. Est-ce que c'est le meilleur film d'animation de l'année? Peut-être pas. Mais est-ce que j'ai envie de le revoir, de me repasser certaines séquences et même d'en parler autour de moi avec tout l'enthousiasme que je viens de vous partager? Absolument. Et rien que pour ça, les Bad Guys 2 a réussi son pari. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez eu sur ma critique de K-pop Demon Hunters, même si elle n'a pas trop marché. C'est le jeu de YouTube, mais ça fait quand même 3 vidéos de suite là. Peut-être qu'une sortie dans nos salles de cinéma pourrait relancer le truc, je sais pas. Mais pour ce qui est des Bad Guys 2, il a l'avantage d'être encore au ciné, donc vous avez toujours l'occasion de le voir, puis de revoir ma vidéo après. Dans tous les cas, j'ai cru comprendre que ma partie plus histoire et production d'un film vous intéressait vraiment, ça fait super plaisir. J'espère que celle des Bad Guys 2 vous aura plu aussi. Je trouve que ça me différencie des autres youtubeurs ciné, sans vouloir les dénigrer bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en explosant le bouton like et en la partageant autour de vous. De plus, si vous ne voulez rien rater à la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner si ça n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour être averti des prochaines sorties à venir. N'oubliez pas que je suis très présent sur mes réseaux Twitter et Insta via mon pseudo Phénisio. Venez exploser les compteurs. Et enfin, pour ceux qui veulent me soutenir financièrement dans mon travail, vous avez toujours ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Chaque don est important pour l'avenir de la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, les amis, je vous laisse. Continuez de regarder de l'animation. Ne vous prenez pas trop la tête. Ce n'est parfois que du grand spectacle. Faites-vous kiffer. Mais surtout, les amis, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine. Et n'oubliez pas de télécharger Raid Shadow Legends en passant par mon lien pour choper vos champions épiques et participer à l'événement Ninja Turtles.